plupart des journaux qui ont commencé à vendre véritablement en France étaient des journaux sous Vichy, qui étaient traités comme des journaux qui ne devaient pas en fait être publiés, être vendus. Donc il y a normalement, avec toute cette solidarité des pays africains qui sont venus aider la France pour pouvoir se séparer du Troisième Reich, normalement, ces journaux-là devaient donner aussi cette reconnaissance de la liberté de la presse à partir du Sénégal et dans les autres pays qui étaient aux alentours, le Mali, la Côte d'Ivoire et autres. Mais on s'est rendu compte que ce paternalisme que la France a toujours gardé, hein, ce papa gaulois qui protège ses sujets, voilà, a toujours été maintenu, et même au sorti de la Seconde Guerre mondiale, maintenu. On a des journaux qui sont connus aujourd'hui, qui sont des grands groupes de presse au Sénégal, comme Le Soleil de Dakar, qui, dans mes recherches, à ma grande surprise, n'appartenait même pas forcément aux citoyens sénégalais, faisait partie du groupe Breteuil. C'était le comte de Breteuil, qui était le propriétaire. Il y avait les Matins d'Abidjan, et oui, les Matins d'Abidjan qui s'est mué par la suite, qui est devenu Fraternité Matin. Les Matins d'Abidjan aussi faisaient partie du groupe Breteuil. Donc c'est vraiment intéressant, je remercie Lojad de m'avoir poussé à faire ces recherches. Donc on va parler de la presse, qui est un élément important, un élément essentiel. Chez moi à Abidjan, quand j'étais enfant, on appelait ça le journal papier. Voilà, mon papa il avait son Fraternité Matin, son devoir soir, et qui lisait, je le voyais en train de lire. Et donc la presse est un élément essentiel, est un outil essentiel. Comme j'ai dit quand j'ai parlé des médias, j'ai parlé de propagande, c'est un outil essentiel. Alors il y a plusieurs étapes dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle déjà la fabrication, l'édition et puis l'impression. Est-ce que nos pays africains dans ce domaine-là sont véritablement dotés de ce qu'il faut? Non. J'ai fait des recherches, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu simplement que nous avons une presse, bien évidemment en Afrique, on reste en AOF, en Afrique occidentale française. Voilà. Dans la zone AOF, on a vraiment des journaux, des groupes de presse qui sont vraiment qui ont des tuteurs, qui sont pour la plupart sous la tutelle des grands groupes français. Est-ce que ça continue jusqu'aujourd'hui en termes de bilan? Parce qu'on a 1 heure, je ne vais pas vraiment m'étaler. Est-ce que ça continue? Oui, effectivement, ça continue. Ça continue sous un autre angle. Et j'aurai le temps de rentrer en détail dans ce que j'aurai à relater. Alors, il y a quand même une particularité en Afrique de l'Ouest, Afrique occidentale française. On a, avec l'avènement du SFIO, pour ceux qui connaissent un petit peu la politique française, qui est le parti mère même du Parti socialiste français. SFIO, SFIO. SFIO, vous voulez que je vous dise? Oui. SFIO, en fait, c'est l'ancêtre du Parti socialiste français. Il existe toujours le Parti socialiste français? Oui, il existe. Ah, d'accord, je sais pas. Le 10 à 3%. Mais le SFIO, effectivement, c'est l'ancêtre en fait du Parti socialiste français. C'est quoi la particularité? Parce qu'on reste toujours dans l'Afrique occidentale française. On a la Guinée-Conakry. Qui essaie de sortir son épingle du jeu. Parce que la Guinée-Conakry, avec Sékou Touré, vous vous rappelez, c'est le seul, sinon l'un des seuls, qui a eu à refuser d'avoir cette indépendance sous assistance française. Donc il fallait, la France avait décidé de couper les ponts complètement avec la Guinée-Conakry, de telle sorte que la Guinée aille demander pardon. On a besoin d'un groupe aussi pour pouvoir avoir des journaux crédibles en Guinée-Conakry. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que le SFIO, qui était un parti socialiste, et à l'époque le Parti socialiste et le Parti communiste français, était plus ou moins en relation avec l'URSS. Donc il fallait que dans cette partie de l'AOF là, que des journaux tels que le journal Oroya en Guinée, sortent quelque chose de différent. Il y a une critique assez poussée contre le pouvoir français. Il y a une critique contre ce paternalisme gaulliste qui existait. Donc c'est le seul dans la partie occidentale française, en Afrique subsaharienne, je veux dire Afrique de l'Ouest, qui a pu sortir son épingle du jeu. Mais avec le temps, la presse guinéenne ne s'est pas bonifiée, ne s'est pas enrichie parce qu'il n'avait pas les moyens. Vous savez comment la Guinée, comment l'économie guinéenne se comporte et comment en termes de corruption et de gestion en Guinée et les choses se passent, et même sur le plan politique aujourd'hui, comment les choses se passent. Mais sinon, l'initiative d'avoir une presse plus ou moins libre au sortir de cette Seconde Guerre mondiale et les périodes post-indépendance,
la Guinée était quand même en avance hein, sur la critique, la gestion du pouvoir français, le paternalisme français, le parrainage qu'Houphouët-Boigny avait aussi dans l'Afrique de l'Ouest. C'était les journaux guinéens qui, à cette époque-là, en l'occurrence Oroya, qui critiquaient véritablement cette même mise de la France sur ce média presse qui existait. Alors, j'ai eu quand même, je vais vous lire quand même quelques petits trucs que j'ai trouvé pas mal, presse coloniale, religieuse et syndicale, j'ai eu à prendre comme référence en fait le journal Afrique des RFI à ce sujet. Et je vais partager quelque chose avec vous. Pourquoi j'ai pris RFI? Tout simplement parce que si je prenais un journal ivoirien qui s'appelle Le Temps, c'est un journal Tobago. Voilà, on aurait deviné automatiquement. Voilà, bon, c'est un journal Tobago, on critique la France, Babo actuellement il est en Belgique. Moi je préfère toujours prendre ce qui m'est opposé idéologiquement pour pouvoir tirer quelque chose de positif. Donc, presse coloniale, religieuse et syndicale, ça vient des RFI Afrique. Je vous donnerai les références tout à l'heure si vous le souhaitez. L'invention de la presse en Afrique noire francophone qui s'est faite progressivement au gré de l'installation des premières imprimeries françaises sur les côtes du continent remonte en effet à l'année 1856. C'est de cette année que daterait la naissance de la première publication noire francophone éditée à Saint-Louis, au Sénégal. Le moniteur administratif du Sénégal Indépendance, dont le titre laisse penser qu'il s'agissait probablement du journal officiel de l'administration coloniale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est un symbole. Le Sénégal est un symbole de l'administration française et de notre histoire également. Et je vous ai fait part de quelque chose tout à l'heure, c'est l'imprimerie qui nous fait défaut. Donc, déjà, dans cette première partie, déjà, on nous indique qu'en termes de fabrication, en termes d'impression, même pas idéologiquement, en termes d'impression de fabrication, on est déjà dépendant de la France. Ça, c'est un premier point déjà. On est déjà dépendant de la France, avant les idées. Pourquoi le Sénégal? Sans doute parce que la loi française sur la liberté de la presse y est applicable dès 1881. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque, puis Dakar. Voir l'article Liberté de la presse, retour sur une histoire marquée par des hauts et des bas, publié par l'agence de presse sénégalaise le 3 mai 2010, pour ceux qui veulent aller avoir plus de détails. Mais ils ont indiqué que une toute première publication en langue africaine, Misamou Miayenge, que l'on pourrait traduire par la bonne nouvelle, est fondée en 1891, mais pas dans notre zone, pas, bon, quand je dis dans notre zone parce que je suis ivoirien, pas dans la partie AOF, Afrique occidentale française, plutôt dans la partie équatoriale, Afrique équatoriale française, le Congo, principalement. Mais à la différence de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française s'est remarquée par une particularité dans ses médias et dans la presse en particulier. Au Congo, on a une presse plutôt religieuse, d'approche religieuse, c'est même pas du paternalisme, c'est de la propagande religieuse. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si le peuple congolais décide de revendiquer son droit par rapport aux mains coupées au temps du Congo Léopoldville, on aura une presse qui sera plutôt paternaliste qui dira tendez la joue gauche, en gros, quoi. Voilà, comme le Christ l'a dit, on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Il n'y a pas cet esprit critique, voilà, cet esprit critique qui donne une certaine liberté de penser, une certaine liberté de philosophie. Donc, et la preuve, le Congo-Brazzaville, qui est juste un pays voisin du Congo-Kinshasa, a eu pour premier président Albert Fubayulu, qui est un prêtre. Donc voilà, c'est vraiment illustratif. Ça explique véritablement ce côté ingrat dans le secteur presse qui existe dans la partie où on parle le français. Maintenant, il y a quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est dans la partie anglophone. Oui. Ah, il faut que je parle encore fort. Ah, c'est chaud, hein. Attends, je vais boire un peu d'eau. Bon, pour les micros, Ouais, je vais essayer de... Alors. Oui. Alors, dans la partie anglophone, ce qui m'a marqué, parce que je n'ai pas fait de recherche bien avant, dans la partie anglophone, ce qui m'a marqué,